Bonsoir à toutes et à tous et ravi de vous retrouver comme tous les soirs sur Média TV dans 60 minutes pour comprendre. Nous sommes le lundi 9 mai, nous sommes en direct et vous le savez, pendant 60 minutes, nous essayons de décrypter pour vous ce qui fait l'actualité nationale ou internationale. N'hésitez pas à réagir, comme d'habitude, sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de Média TV ou sur le compte Twitter de l'émission à travers le hashtag 60MPC. Vos questions et vos réactions nous permettront d'alimenter notre discussion de ce soir avec les invités qui ont accepté de rejoindre notre plateau aujourd'hui. Liu, oui, vous êtes directeur de l'Institut Confucius de l'Université Mohamed V Agdel. Ni hao, huayan ni. Bon, je vais y arriver. C'était bon? C'est bon. Merci. Abdelhafed Ouelahlou, vous êtes vice-président de l'IMRI, l'Institut marocain des relations internationales. Mohamed Salhi, vous êtes également directeur de l'Institut Confucius de l'Université Mohamed V. Et enfin, Mostafa Razrazi, vous êtes président de l'Association marocaine des études asiatiques, directeur du Centre africain des études asiatiques. Merci, messieurs, d'avoir répondu à notre invitation ce soir. Mercredi prochain, le souverain entamera une visite officielle en République populaire de Chine. Cette nouvelle visite, 14 ans après celle de 2002, aura pour objectif principal le lancement du partenariat stratégique entre les deux pays initié en 2012. Ce sera également l'occasion de faire un état des lieux des partenariats en cours et d'ouvrir de nouvelles pistes de coopération. L'occasion pour nous de revenir ce soir sur l'importance d'un partenariat fort avec le plus grand marché du monde. Quelles sont les origines des relations entre le Maroc et la Chine? Comment pouvons-nous caractériser les relations entre les deux pays aujourd'hui? Et quelle place pour la Chine dans la nouvelle orientation de la politique étrangère du Maroc? Que pouvons-nous attendre du partenariat stratégique Maroc-Chine? Un partenariat prometteur, c'est le titre de l'émission de ce soir. Un esprit d'amitié et de coopération entre deux civilisations millénaires. Les premiers contacts entre le Maroc et la Chine datent du 8e siècle, quand un Chinois a effectué une visite au Maroc, suivie d'une autre en 1336, effectuée aussi par un grand voyageur. Des années plus tard, Ibn Battuta est arrivé en Chine et y est séjourné 3 ans. Quant au lien officiel entre les deux pays, il remonte à 1958. Le Maroc est d'ailleurs le premier royaume à avoir reconnu l'Empire du Milieu. Depuis 2009, les deux pays tentent de renforcer leurs relations à travers des visites de haut niveau. À titre d'exemple, la visite du ministre marocain du Commerce extérieur à Pékin, puis celle de son homologue chinois au Maroc, sans oublier le forum sur l'investissement Chine-Maroc et le premier sommet sino-africain des entrepreneurs, organisé en novembre 2015 à Marrakech. Les relations entre le Maroc et la Chine tirent leur force de plusieurs initiatives. D'abord le concours de l'association d'amitié et d'échanges maroco-chinoises qui a vu le jour le 10 novembre 2012, puis les opérations de jumelage, notamment celle de Casablanca-Shanghai, conclue en 1984. Pour ce qui est des relations économiques bilatérales, elles sont régies par l'accord commercial et économique signé à Rabat le 28 mars 1995 et entré en vigueur en 1999. Les dispositions de cet accord octroient des facilités douanières mutuelles. Objectif, dynamiser les échanges entre le Maroc et la Chine. Les échanges commerciaux entre les deux pays sont de 5,5 milliards de dollars. Le Maroc est donc une plateforme capitale de l'initiative économique chinoise. Bien, messieurs, Sa Majesté l'avait annoncé lors de son discours à Riyad qu'il allait se rendre notamment en Inde et en Chine. Ça sera le cas après demain. Ça va nous permettre aujourd'hui de mieux comprendre les relations sino-marocaines et surtout parler de ce partenariat et cet accord et surtout comment renforcer la collaboration entre le Maroc et la Chine. Mais avant, l'historique, on l'a bien vu dans le reportage. Liu, oui, vous êtes directeur de l'Institut Confucius. Si on devait remonter au premier contact entre le Maroc et la Chine qui ont posé finalement les jalons d'une relation aujourd'hui qui est solide et sereine. Je pense que la première fois, c'était avec la fondation de l'Institut Confucius en 2008.
C'est-à-dire, nous sommes le premier institut Confucius au Maroc et je pense que c'est la première fois que nous faisons une fondation chinoise ici pour l'apprentissage et l'enseignement de la langue chinoise et du mandarin ici au Maroc. Donc je pense que c'est un lien populaire entre les deux pays. Mohamed Salhi, alors merci de nous avoir expliqué, notamment au sein de l'Institut Confucius, mais je parlais surtout de l'historique de relations maroco-chinoises. Merci, Monsieur Faisal. Je m'excuse par avance de ne pas répondre en français. Je préfère parler en arabe. Alors, c'est sûr que l'amitié entre la Chine et le monde arabe, et parmi eux le Maroc, est une amitié très vieille, depuis Tariq al-Harir Berwan. Donc, ce sont des relations qui étaient sur différents niveaux et depuis la fondation, comme ceci a été dit dans le reportage, la Chine a été reconnue depuis l'institution ou l'initiation de la République et depuis la Chine a une excellente relation avec le Maroc. C'est une relation de plus de 60 ans. Et la Chine a toujours été en très bonne relation avec le Maroc, et pas seulement avec le Maroc, avec un nombre de pays arabes, a toujours refusé la séparation et la division et a toujours voulu respecter l'unité et l'intégrité territoriale. Et récemment, en janvier 2016, la Chine a publié un document officiel en relation avec la politique chinoise vis-à-vis des pays arabes, et parmi eux le Maroc, ce qui assure une fois de plus le côté solide de cette relation avec la Chine et l'ouverture de la Chine sur les pays arabes, y compris le Maroc, et aussi l'ouverture du Maroc aux pays asiatiques et à leur tête la Chine populaire. Alors, bien sûr, la collaboration et la coopération avec la Chine a toujours été diversifiée sur différents niveaux. L'économique, je pense que ceci sera mentionné tout à l'heure par monsieur, sur le plan commercial, sur le plan technologique, culturel, sur le plan de l'enseignement, du sport, de la santé, mais aussi de la coopération au niveau de la santé. Et peut-être allons-nous parler de l'aspect culturel plus tard, parce que M. Liu a mentionné cet aspect concernant l'Institut Confucius, et ce n'est pas un épisode des moindres dans ces relations bilatérales entre la Chine et le Maroc. Et peut-être allons-nous revenir à ce point sur l'aspect culturel, parce que c'est vrai, beaucoup de gens peuvent se poser des questions entre les différences culturelles qu'il peut y avoir entre le Maroc et la Chine, et qu'est-ce qui nous rassemble. Si vous merci en tout cas de nous avoir dressé le tableau finalement des relations sino-marocaines. On est au beau fixe aujourd'hui entre le Maroc et la Chine. C'est vrai qu'on parlera tout à l'heure de la visite de Sa Majesté et puis peut-être la réorientation diplomatique et stratégique à ce niveau-là, mais si vous deviez définir aujourd'hui nos relations eu égard à ce qui a été dit à l'instant. Avant de vous répondre à cette question, je tiens à rendre hommage à notre ancien ambassadeur du Maroc en Chine, M. Mimoun Mehdi, décédé dernièrement. Et il avait participé sur ce plateau à une émission consacrée aux relations entre le Maroc et les pays de l'Asie. C'est vrai que les relations entre le Maroc et la Chine sont des relations historiques, amicales, depuis des relations diplomatiques de 1958, et que le Maroc était parmi les 2 premiers pays d'Afrique à reconnaître l'indépendance de la Chine populaire. C'est vrai que les relations aussi politiques sont très
très consolidé par des visites depuis 1963. Et il faut se souvenir de la visite du Premier ministre chinois Zhou Enlai et aussi de la visite de Sa Majesté quand il était prince héritier en 1991. Avant cela, il y avait la visite de M. Osman, Premier ministre, et puis par la suite, il y a eu la visite du président chinois en 1992 et la visite de M. Abdelrahman Yousfi, alors Premier ministre en 1998. Donc des relations, on le voit bien avec toutes ces visites. Là. Vous avez fait tout l'agenda, mais c'est vrai que ça permet de voir que... Pour célébrer le 40e anniversaire des relations diplomatiques entre le Maroc et la Chine. On va certainement aborder les relations économiques et les échanges commerciaux entre le Maroc et la Chine, mais déjà ces relations politiques sont de haut niveau et que la visite de Sa Majesté après-demain certainement va consolider davantage ces relations historiques. Alors on y arrivera, bien sûr, on verra ce que ça peut, quelle opportunité peut y avoir. Et pour le développement des deux pays. Bon, pour moi, les relations Maroc-Chine, ce sont des relations, tout d'abord, ils sont encadrés par une perception imaginaire très chaleureuse, qui fait référence tout d'abord à un hadith du prophète qui renvoie la Chine comme la place de l'apprentissage. Et puis, on a un background légendaire de Ibn Battuta. Peu importe le poids de Ibn Battuta sur les relations pragmatiques, mais quand même, ce genre d'historique culturel, il est important pour justement reconstruire les relations au niveau pragmatique. Bon, sur le plan réel, sur le plan politique, je crois que le Maroc, depuis les années 80, elle a développé ses relations de manière très favorable, soit au niveau, sur le plan bilatéral ou multilatéral. Avant les années 80, il y avait la guerre froide qui a un peu réduit les rapports entre les deux pays sur les relations économiques, mais après, surtout avec la visite de Sa Majesté en 2002, les choses ont évolué très positives. Et puis, avec la visite de l'ancien président chinois Zhou Jintao en 2006, là, on était devant une reconstruction des relations entre le Maroc et la Chine dans un agenda marocain qui a été annoncé depuis 2002 par un slogan de diversifier justement les partenariats du Maroc avec le continent asiatique en général. Sur le plan multilatéral, le Maroc aussi, il a pu bénéficier d'un positionnement très fort dans les relations avec la Chine, soit dans le pôle de la FOCAC, les relations sino-africaines, ou avec la partie Moyen-Orient dans le forum sino-arabe. Alors, justement, on va revenir à la partie on va parler bien sûr des échanges économiques, parce que c'est un point extrêmement important, parler de diversification des partenariats, qu'ils soient économiques ou politiques. D'un point de vue culturel, c'est vrai que la culture, c'est aussi important. On l'a vu avec la tournée de Sa Majesté en Afrique, qui est un point focal. On voit bien que l'appartenance culturelle, l'appartenance religieuse est quand même quelque chose qui permet de consolider. Avec la Chine, pour les gens qui nous regardent, on va se dire, mais comment on fait? Qu'est-ce qui nous rapproche? Vous avez parlé d'une histoire séculaire, une civilisation séculaire, millénaire, plutôt que séculaire. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, peut rapprocher culturellement le Maroc et la Chine? Je pense qu'il y a plusieurs aspects qui peuvent effectivement aider à ce rapprochement. Alors, nous devons tout d'abord savoir que la Chine, en 2004, a initié, et ceci est très récent, les relations culturelles remontent à beaucoup plus loin que cela, on l'a dit tout à l'heure, 1958, c'est le forum de coopération sino-arabe.
Donc ce forum s'affaire particulièrement sur l'aspect culturel et tout ceci est très visible et très clair dans le livre du président Xi Jinping intitulé, enfin c'est une sorte de discours, le rêve de la Chine, cette renaissance, la grande renaissance chinoise, de la Chine populaire. Et dans ces discours, il y a un nombre d'aspects, un nombre de points en relation avec la culture. Et lorsque je parle d'aspects culturels, et bien sûr, il y a les médias. Et la preuve, c'est que nous, en tant qu'Institut Confucius et Université de Mohammed V, nous avons accueilli à différentes occasions les médias chinois, en français, en arabe, qui ont été présents avec nous et qui ont préparé un nombre d'émissions et de programmes et de films et de reportages. Il y a également le forum de coopération sino-arabe pour la télévision et les radios. Et nous avons organisé donc une rencontre avec l'agence du Maghreb arabe. Et il y a également un accord, une convention, et nous avons déjà fait cela pour exécuter ou réaliser ce que la Chine a appelé la convention d'entente sur la traduction et la publication d'ouvrages chinois, arabes et d'autres travaux littéraires et artistiques. Donc, dans cet aspect artistique et culturel, comme M. Liu l'a bien mentionné, le premier institut Confucius au Maroc fondé sur la base d'une convention entre deux universités, l'université Mohammed V et les études internationales de Pékin. Et bien sûr, cet institut contribue, participe. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions autour de cet aspect, mais juste pour vous donner une image, un aperçu. Cet institut a pour rôle, en plus de l'enseignement de la langue et la culture chinoise, c'est également un pont pour le renforcement et pour la consolidation des coopérations entre les deux pays, l'Afrique et le Maroc et la Chine. Et cet institut a ouvert différentes opportunités pour des activités culturelles. Et peut-être nous pouvons revenir là-dessus un petit peu plus tard dans une autre question, si vous le souhaitez. Monsieur Liu, alors justement, vous vivez ici, vous vivez au Maroc, vous dirigez cet institut, vous parlez arabe. Aujourd'hui, vous avez... Comment vous... je vais essayer de formuler ma question, mais c'est-à-dire que c'est un peu la même question. Est-ce que vous avez senti une accointance, une facilité d'adaptation que des Marocains, parce que d'un point de vue économique, pour aller démarcher en Chine, il faut avoir une certaine connaissance de la culture, un certain respect de cette culture-là. Est-ce que vous avez senti une certaine facilité au niveau des étudiants marocains ou des personnes qui viennent apprendre le mandarin, le chinois au sein de l'Institut ? Donc après la fondation de l'Institut Confucius, il y a plus de 1500 Marocains qui étudient au sein de cet institut et aussi avec le soutien de l'Université Mohammed VI, nous avons institué le premier enseignement de la langue chinoise et nous avons eu l'année dernière la première promotion
Et nous allons cette année avoir 3 étudiants qui iront continuer leurs études en Chine pour un master. Et il y a de plus en plus d'entreprises chinoises qui commencent à travailler au Maroc et certains étudiants effectuent une période de pratique, de stage dans différentes entreprises chinoises et à l'ambassade chinoise également. Donc, je pense que la relation culturelle, notamment la relation qui passe par l'enseignement de la langue, évoluera de toute évidence. Et ensuite, la relation commerciale sera beaucoup plus intensive. Est-ce qu'on a une idée Oui, c'est Wallalou. Après, je poserai une idée sur, finalement, on parle des Marocains qui apprennent justement le mandarin pour aller en Chine, essayer de créer des ponts économiques, c'est extrêmement important. On parlera de la communauté chinoise qui est au Maroc. C'est Wallalou. C'est vrai que c'est très important, la langue. Comme dans d'autres pays, bien sûr, pour avoir des échanges commerciaux avec la Russie, il faut parler russe. Avec l'Inde, il faut parler anglais. Avec la Chine, il faut parler mandarin. C'est vrai que la langue est un outil de communication et qui facilite les échanges et qui facilite une coopération économique B2B, etc. Je pense que même au Maroc, depuis longtemps, on répète toujours ce que nous disaient nos grands-parents, c'est-à-dire demander la science, même si c'était en Chine, quelle que soit la distance et la géographie qui nous sépare. Mais il faut aller dans ces pays. Ibn Battuta, déjà au XIVe siècle, a montré qu'il est très utile d'aller en Chine. Et ce qu'il a écrit sur la Chine, sur les traditions, sur la culture, la civilisation connue des Chinois, en plus du commerce, de la soie, etc. Donc je pense qu'il est très important que ce côté culturel va jouer un rôle primordial dans le développement des échanges économiques et commerciaux. Et la langue est très importante et je pense que c'est très utile d'avoir ce genre d'institut au Maroc pour apprendre le chinois. Et j'espère qu'il y aura aussi un institut arabe à Pékin ou à Shanghai pour apprendre l'arabe. Parce que aussi, si le mandarin est une langue officielle aux Nations Unies comme l'arabe, l'espagnol, le russe, l'anglais et le français, il faut bien que les Chinois se mettent aussi à apprendre l'arabe pour les 1 milliard et quelques de musulmans qui parlent aussi la langue arabe. Seroz Razi, vous vivez au Japon, vous enseignez au Japon. Je fais pas de parallèle entre le Japon et la Chine, loin de moi cette idée, mais il y a quand même une notion culturelle du fait d'apprendre la langue est beaucoup plus importante que d'essayer de parler la langue usitée du business qu'est l'anglais. C'est important pour des Marocains qui veulent faire du business en Chine d'apprendre le chinois. Là, je parle vraiment dans la perception que peuvent avoir les businessmen chinois lorsqu'ils reçoivent des partenaires potentiels. Vous avez raison, parce que même pour la Chine, j'enseigne de temps en temps à l'université de Pékin et dans d'autres universités. Ça, j'avais pas marqué ça dans votre carte de visite, ça je rajoute. Alors, revenons à cette question, c'est important parce que je crois qu'il y a un effort parallèle au Maroc. C'est vrai que grâce à l'Institut Confucius, maintenant, on a cette plateforme d'enseignement de la langue de manière très didactique, avec l'installation d'un département des études chinoises aussi. Mais en même temps, personnellement, depuis 2 ans, on a créé un club de doctorants marocains qui travaillent sur l'Asie. Ils sont de 16 personnes, dont 8, ils travaillent sur la Chine. Alors, il y a déjà un effort du côté marocain, de l'intelligentsia marocaine, de nos chercheurs, pour avoir une performance sur cette zone, et surtout la Chine. C'est vrai que je ne crois pas qu'il y a beaucoup de différences entre les pays du sud-est, d'Asie du sud-est, parce que cet état d'esprit de communiquer avec la langue asiatique, elle est primordiale
non seulement dans le business, mais aussi dans le cadrage diplomatique aussi. Alors, il y a un besoin. Je crois les Chinois, heureusement, je ne vais pas dire malheureusement, ils ont une plateforme de la langue arabe qui dépasse tous les autres pays, y compris les États-Unis. Alors, ils ont de grandes universités, ils parlent. Et la preuve, c'est que, je crois, le seul chef d'État dans le monde qui ne fait jamais appel de traducteur de l'autre partie, c'est le président chinois. Alors, ils ont des compétences linguistiques, ils ont développé ça depuis des années et des années. Nous, au Maroc, depuis 2000, il y a le picture change complètement. Avant, on appréciait l'Asie, mais on ne fait pas beaucoup d'efforts. Mais après 2000, c'est vrai, on trouve chez les hommes d'affaires, chez les chercheurs, chez les médias, chez tout le monde, on trouve il y a des projets concrets, justement, qui veulent être en mise à jour avec ces challenges, parce que la Chine n'est plus en Asie. La présence chinoise en Afrique, déjà, il s'impose. Avec la présence marocaine en Afrique, ça devient une nécessité, une obligation pour justement se rassurer justement du positionnement du Maroc aussi. Alors, c'est de là que je trouve justement, je suis d'accord, l'apport culturel il est primordial aujourd'hui. Ce n'est plus un luxe. Est-ce qu'on a une idée de l'importance de la communauté chinoise aujourd'hui au Maroc? Vous voulez parler de nombre? Oui, au nombre niveau des chiffres, oui. Ils ne sont pas nombreux, mais c'est une présence. Comme l'on dit sur le plan de la valeur, c'est une véritable présence, notamment s'agissant des entreprises. Il y a de nombreuses entreprises présentes à Casablanca ou ici à Rabat ou encore à Agadir. Et là, je parle simplement des endroits, des villes phares du Maroc. Lorsque je parle de Casablanca, c'est davantage sur le plan économique et commercial. Sur le plan de Rabat, il y a différentes entreprises chinoises, davantage médiatiques. Vous avez également d'autres sociétés en relation avec des aspects davantage de commercial, l'industrie automobile. Et puis il y a le secteur bancaire. Récemment, une banque chinoise a été fondée à Rabat. Et ceci, je pense, l'année dernière. Alors, sur le plan d'Agadir, il y a également une présence de la communauté chinoise, notamment dans le secteur de la pêche halieutique. C'est-à-dire qu'il y a une véritable diversité dans cette présence et je ne dois pas oublier de parler de la présence chinoise sur le plan de la santé et de la médecine traditionnelle. Il y a plus de 40 médecins chinois dispatchés dans différentes régions du Maroc et qui travaillent de façon formidable. Et nous les avons invités à différentes occasions, lors de conférences, autour de la médecine traditionnelle. Et ils effectuaient des pratiques sur les étudiants avec par exemple la pratique de l'acupuncture, toutes sortes de médecine chinoise et ceci est un autre modèle encore parce que ceci montre cette diversité dans la relation et montre la diversité de la présence chinoise au Maroc. Et bien entendu, comme l'a dit M. Ghazrazi, aujourd'hui la Chine
est présente. Et c'est une présence qui n'est pas des moindres en Afrique. Peut-être nous étions la première ville qui a connu la présence des Chinois, c'était Casablanca à l'époque, mais aujourd'hui la présence des Chinois est visible dans toutes les villes marocaines. Et lorsque nous comparons le Maroc avec d'autres États africains, nous pouvons voir qu'en Afrique, la présence chinoise est véritablement très développée. Et lorsque je dis très développée, c'est une présence sur différents niveaux, dans différents parce qu'on va secteurs. parler justement du développement et notamment de le développement de la collaboration. On fait une petite pause, après je vous passerai la parole. À tout de suite. De retour sur le plateau de 60 minutes pour comprendre. On parle des relations sino-marocaines. Aujourd'hui, on va parler bien sûr du point de vue économique avec les relations commerciales, avec la visite de Sa Majesté dans quelques jours. Mais vous voulez juste finir sur les chiffres, Seraz Alazi, par rapport au nombre de ressortissants chinois qu'il y a au Maroc? Selon des statistiques de 2013, alors on prévoit y avoir dans les environs de 1640 jusqu'aux 2000 Chinois installés dans les différentes villes, surtout la zone côtière et à Oujda, un peu dans l'oriental. Alors 2000 sur 200 millions de Chinois à l'étranger. Alors oui, pour avoir une idée de oui, c'est vrai. comparer les choses aussi. Justement pour les Marocains installés en Chine, il y a l'estimation de 280. 280, oui. Alors, c'est une population très, très, très minime. Ça varie. Mais ça inclut pas justement les séjours non permanents qui ne dépassent pas 6 mois. C'est quand même qui sont dans les environs de 800. 800 par an. Alors, parlons de la démographie, ça m'intéresse juste de signaler ça. Oui. À Casablanca, je me souviens, c'était en 2009-2010, on était envahi justement par une intox occidentale pour nous dire que les 2000 Chinois qui s'installent au Maroc, ils vont occuper les postes, ils vont faire une compétition avec les artisans marocains. Dieu merci qu'on a dépassé cette phase-là. Maintenant, les Marocains, même les artisans, ils ont compris que, moi ce que j'ai dit à l'époque dans une interview, ces 2000 sont très importants pour adapter un peu le marché domestique aux prochaines compétitions à venir. Alors, je ne crois pas que les 2000 Chinois... Vous parliez d'une perception de l'époque. Voilà, une intox à l'époque dans le message qui était transmis. Il y a 7 ans, 8 ans, qu'on a dépassé maintenant. On n'entend plus de ces histoires dans nos médias. Merci. Mais quand même, ça nous rappelle l'ouvrage de M. Alain Perfit. Si la Chine... Quand la Chine se réveillera, le monde tremblera. Donc, il y a cette perception au niveau... Et le périple chinois, le périple jaune, etc. Donc on avait ce genre de clichés sur la Chine. Mais la Chine, maintenant, c'est une grande puissance économique. Alors, on va y arriver, justement, grande puissance économique, et il était important pour nous, stratégiquement, de s'allier avec, en tout cas, d'accélérer les relations commerciales. Avant qu'on parle, justement, de cette collaboration, qu'est-ce qu'on échange avec la Chine aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on échange aujourd'hui avec la Chine? D'après les chiffres que nous avons en 2013, les échanges commerciaux vont jusqu'à 29 milliards de dirhams, avec bien sûr un déficit commercial chronique en faveur bien sûr des importations chinoises pour le Maroc de 27 et de 3 et quelques des exportations marocaines vers la Chine. De la Chine, nous importons de la confection, du textile, des équipements électriques, de l'électronique, bien sûr tout ce qui est industriel. Et le Maroc, bien sûr, exporte des minerais, du phosphate, des produits de la pêche, mais surtout, nous importons de la Chine le thé vert. Le thé connu par les Marocains, le thé chinois, alors qu'il y a d'autres qualités
Par exemple, au Vietnam, ils ont aussi du thé de bonne qualité, mais qui n'est pas très connu au Maroc. Mais c'est surtout, historiquement, les Marocains étaient habitués à importer le thé chinois. Bien sûr, avec cette orientation nouvelle du Maroc et de la Chine aussi, pour un partenariat stratégique, ça a été aussi le fait de la visite du ministre des Affaires étrangères en 2013, qui a été reçu par Sa Majesté, et on avait convenu de passer à un stade plus renforcé des relations, c'est-à-dire le partenariat stratégique sur le plan politique, mais aussi sur le plan économique et des investissements. Alors on va parler du développement de cette collaboration. On regarde un sujet de Manal Ardari. Une véritable stratégie à destination de la Chine. Ces mots du ministre marocain de l'Industrie prononcés lors du premier sommet sino-africain des entrepreneurs résument l'ambition du royaume. De son côté, la Chine aspire à une coopération tripartite avec l'Afrique et l'Europe à partir du Maroc, le seul pays reliant la Méditerranée à l'océan Atlantique. C'est ce qu'a déclaré récemment l'ambassadeur chinois à Rabat. Aujourd'hui, l'Asie occupe une place de plus en plus importante sur l'échiquier mondial. Elle s'ajoute aux autres partenaires traditionnels pour préparer l'émergence du Maroc sur la scène internationale. Lors du sommet Maroc-Pays du Conseil de coopération du Golfe tenu le 20 avril dernier à Riyad, le roi Mohammed VI a abordé d'éventuels partenariats stratégiques avec l'Inde et la République populaire de Chine. Le souverain a également annoncé de futures visites aux deux pays, de quoi booster la diplomatie marocaine. Pour Rabat, l'objectif est d'étendre le champ des relations diplomatiques, notamment avec les grandes puissances émergentes. Concernant les échanges commerciaux, la Chine est la puissance émergente qui investit le plus dans les pays du Sud. 80% des investissements directs étrangers chinois sortants sont destinés à des pays en développement. Sur les 80 projets accompagnés par le China Africa Development Fund, aucune opération n'a été menée au Maroc. Certains analystes expliquent ce choix par le manque des ressources minières au Maroc. D'autres parlent d'une méconnaissance des investisseurs chinois de l'environnement d'investissement dans le royaume. Alors, un partenariat stratégique a été initié en 2012 et devrait être lancé lors de la visite de Sa Majesté. Quelle est l'importance de ce partenariat? Alors, justement, ce partenariat, je crois que ce qu'on appelle la deuxième génération de coopération avec des pays dont la balance commerciale est déficitaire, et ce n'est pas le Maroc seul. Ça, c'est juste à éclaircir. Il n'y a aucun pays qui est bénéficiaire avec la Chine. Alors, ce n'est pas un syndrome négatif dans les rapports économiques avec la Chine. Le Maroc, il tente justement avec ce partenariat de faire la récompense, de récompenser à travers les investissements dont il fait appel, et puis à travers des conventions prévues dans cette visite stratégique, dans le cadre de ce partenariat stratégique. Notamment, on parle des accords SWAT, c'est des accords de devises qui vont faciliter justement les paiements en devises locales par le renminbi pour les Chinois et par le dirham pour les Marocains. Déjà, il y a une installation de China Bank dans Casablanca Finance City pour pouvoir justement jouer le rôle d'accompagnateur des investisseurs chinois en Afrique. Et puis, il y a plusieurs mémorandums pour renforcer la présence de l'industrie chinoise dans le hub de Tanger Med. Pour moi, parlons de ce partenariat qui aura lieu, qui va devenir concret dans quelques jours. Je me réfère au discours de Sa Majesté à Johannesburg en décembre dernier, lors de l'édition, dernière édition du Forum Sino-Afrique, et justement qui est autour de 4 axes. C'est une coopération sud-sud, c'est une coopération win-win, soit au niveau multilatéral avec l'Afrique ou avec le monde arabe, soit au niveau bilatéral, et c'est une coopération qui s'inspire des nouvelles stratégies, notamment la nouvelle route du soie
lancé par le président actuel de la Chine, Jinping. Et c'est dans ce cadre que, pour moi, il faut cadrer ce partenariat stratégique, que les deux pays vont justement recadrer les rapports économiques, stratégiques et même militaires et sécuritaires, parce que l'année dernière, il y avait beaucoup aussi d'accords à ce niveau-là. Alors, on va y arriver, mais là, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire, et justement, ça peut être l'objet de cet accord, pour... Là, on a bien vu le déficit chronique de cette balance commerciale. On peut se poser aussi la question, qu'est-ce que nous, Maroc, on peut fournir aux Chinois? C'est la vraie question qu'on peut se poser. Ou alors, est-ce qu'il faut positionner le Maroc comme étant le hub d'accès à l'Afrique? Est-ce que la stratégie est là? Mais finalement, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut fournir au marché chinois? Lorsqu'on pose cette question-là, beaucoup de gens vont dire, mais qu'est-ce qu'on peut bien vendre aux Chinois à part de l'énergie, des minerais, des choses dont ils ne disposent pas, dont ils ont besoin? Alors, nous devons... Alors, si nous voulons choisir le terme vendre aux Chinois, en plus de ce qu'a dit monsieur sur les minerais, sur ces aspects-là, il y a bien sûr différents minerais qui sont exportés vers la Chine. Maintenant, ce que nous devons donner à la Chine, c'est tout d'abord le tourisme sur le plan national. Et ceci est légèrement négligé, mais pas tout à fait négligé, je ne dirais pas négligé, mais n'a pas encore toute sa place ou la place qu'il mérite. Alors je pense qu'aujourd'hui, avec cette connexion entre Casablanca à travers le Qatar à destination de Pékin, certainement ceci va attirer beaucoup de touristes. Si vous avez remarqué, la présence japonaise au Maroc est de plus en plus importante. Mais à ce jour, le Maroc a cette possibilité de commercialiser, de marketer, si l'on peut s'exprimer ainsi, le Maroc sur le plan des paysages, de la nature, de cette diversité climatique. Et je pense que c'est un aspect important que nous devons véritablement soigner. Et non seulement se limiter ou se cantonner aux échanges commerciaux qui ont bien sûr leur valeur. Comme ceci a été bien dit par monsieur, le Maroc est le premier exportateur, le premier importateur du thé chinois et un musée du thé chinois a été créé et ouvert à Essaouira. Ceci a toute sa valeur, toute son importance. C'est 920 millions de dirhams par an d'achat de thé vert de Chine. Donc c'est quand même considérable. Donc, cet aspect doit être soigné, comme je l'ai dit, en plus d'autres aspects, comme nous l'avons dit, tous les points qui ont été mentionnés par monsieur, les aspects économiques, commerciaux, et bien entendu, ce que nous pouvons souhaiter, c'est une présence marocaine en Chine ou rapprocher le Marocain de la culture chinoise, parce que ceci nous permettra de tirer davantage de profit et de bénéficier davantage de cette culture, de cette civilisation chinoise et de ce que connaissent et vivent les Chinois, et également de pouvoir... Pour compléter sur ce plan économique, il faut quand même se poser la question comment réduire ce déficit commercial. La première des choses, c'est il faut faire en sorte pour la création de zones industrielles chinoises au Maroc. Et ceci suppose qu'il faut mettre en place une convention sur l'accord de libre-échange, que certainement, lors de la visite de Sa Majesté, ce problème va être discuté, posé et même aboutir à une convention. Puisque la Chine compte beaucoup
sur les accords de libre-échange qu'a le Maroc avec les États-Unis, l'Union européenne, l'accord d'Agadir et aussi les accords avec la Turquie et le Conseil de coopération du Golfe. Je pense qu'il faut aussi faire en sorte pour augmenter le chiffre d'affaires de l'OCP en Chine, en augmentant bien sûr les exportations qui sont actuellement de 500 000 tonnes par an. Et ce n'est pas suffisant puisque la Chine, comme pour l'Inde, ils ont besoin de ce phosphate marocain pour la production agricole et pour fertiliser leurs terres. Bien sûr, il faut aussi développer le tourisme qu'on avait parlé. Il faut développer l'investissement. Si nous regardons les chiffres des investissements étrangers en Chine, nous remarquons que la Chine investit à peu près 75 milliards de dollars à l'étranger, dont 11 milliards en Afrique et 160 millions de dollars au Maroc. C'est très faible comme investissement chinois au Maroc, malgré les efforts fournis. Et j'espère que lors de la visite de Sa Majesté, ce problème d'investissement sera discuté pour aboutir à des investissements plus importants au Maroc, comme les Chinois le souhaitent pour l'Afrique, puisque les Chinois, dans le cadre de leur stratégie de s'orienter en plus de ce qu'ils font en Afrique centrale, orientale et anglophone, maintenant ils veulent s'intéresser davantage à l'Afrique francophone via le Maroc, puisqu'ils insistent beaucoup sur ce partenariat triangulaire Maroc, Chine, Afrique, en passant bien sûr par cette plateforme qu'offre le Maroc pour aller investir et pour permettre aux entreprises chinoises de commercialiser avec les pays d'Afrique. Ça, je pense que c'est ça le partenariat stratégique. Il y a un chiffre de la Banque mondiale qui est quand même assez intéressant, qui estime qu'il y a près de 85 millions d'emplois qui sont délocalisables par la Chine dans le monde, dont 10% en Afrique. Donc ça fait quand même 8,5 millions d'emplois en Afrique. L'essentiel, ça serait de capter une part, en captant des investissements. C'est ce que disait Moulay Hafid Al-Alami pour le programme industriel, qui compte beaucoup sur cette délocalisation pour attirer plus d'investissements et offrir des postes de création d'emplois pour nos jeunes. Donc c'est dans ce cadre de partenariat win-win et cette nouvelle orientation du Maroc, et Sa Majesté l'a rappelé dans son discours à Riyad, en disant que le Maroc est libre de choisir son partenaire et de diversifier son économie et d'axer sa stratégie sur la coopération sud-sud, et que le Maroc n'est plus une chasse gardée de certains en pensant à l'Union européenne, certainement aux États-Unis. Donc il faut quand même s'orienter davantage vers l'Asie, vers la Russie, vers l'Inde. J'étais en Inde il y a une semaine et je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités pour développer la coopération entre le Maroc et l'Inde au même titre que la Chine et la Russie. Et c'est ça le BRICS qui nous offre des opportunités, comme le Brésil et bien sûr l'Afrique du Sud. Oui, évidemment, je crois que qu'est-ce que le Maroc pourrait offrir? Ça, c'est une question clé parce que il y a beaucoup déjà des projets en cours. Je crois que l'OCP est en négociation avec Sinochine pour diversifier les axes de coopération entre les deux pays. Et non seulement rester sur les phosphates et leurs dérivés, mais aussi se projeter dans des projets sur food security, la sécurité alimentaire en Afrique. Et il y a aussi des négociations entre l'Office national marocain des hydrocarbures et le groupe national de la prospection pétrolière chinoise, justement qui veulent se projeter dans des projets pleins d'innovations. Et il y a une présence actuelle même dans le domaine de l'énergie renouvelable, il y a une présence graduelle dans Euromed. Alors déjà, le Maroc, il a commencé à aller au-delà des coopérations classiques, traditionnelles de ce qu'on a en vent. Maintenant, on est dans, justement, la stratégie d'innovation et d'élargir le champ d'intervention, y compris, comme
Salah l'a mentionné, y compris des projets tripartites en Afrique, dont le moteur, c'est les coopérations bancaires entre les banques marocaines et les banques chinoises qui datent déjà maintenant depuis 7 ou 8 ans, entre les différents groupes bancaires marocains, et bien sûr les axes d'intervention industrielle, commerciale, services, dans surtout l'Afrique de l'Ouest. Ce qui est intéressant aussi à juste à mentionner, c'est qu'il y a aussi d'autres terrains. Le Maroc, c'est vrai, le Maroc avec sa position géographique, mais aussi avec ses nouvelles partenariats stratégiques comme celle qu'on a vue il y a quelques semaines, qui a été renforcée, renouvelée entre le Maroc et les pays du Golfe. Alors là aussi, c'est une opportunité pour le Maroc de réfléchir comment il pourrait servir les pays asiatiques et faire justement un partage de plateformes commerciales, plateformes Une véritable porte d'entrée pour la Chine, voilà. Le Maroc. Alors j'ai des questions de téléspectateurs notamment qui nous demandent quelles sont les niches qu'on doit développer en Chine. Ça, on en a bien parlé, à part le tourisme. Mais il y a surtout quelles sont les difficultés rencontrées par des investisseurs chinois qui voudraient s'installer au Maroc. Ça, c'est vrai que c'est une vraie question. Lorsqu'on veut capter des investissements étrangers, est-ce qu'il y a des difficultés particulières? On a tout couvert depuis le début de l'émission en parlant de la culture, en parlant de la langue. Est-ce qu'il y a des freins à l'installation d'investisseurs chinois au Maroc? Monsieur Liu. Je pense que la difficulté se situe au niveau de la langue. La plupart des investisseurs ne maîtrisent pas ni le français ni l'arabe. Je pense que c'est l'une des difficultés principales et c'est la raison pour laquelle, à l'Institut Confucius, nous enseignons le mandarin, mais aussi, pour ce but, nous organisons un camp d'été pour les étudiants de l'Institut Confucius, donc 20 étudiants les étudiants les plus brillants vont visiter donc la Chine pour apprendre, pour approfondir le mandarin. Et nous présentons également des bourses de l'Institut Confucius pour les étudiants les plus brillants, à condition qu'ils participent à HSK. C'est un examen pour le niveau mandarin. Alors, s'ils réussissent, si cet étudiant réussit avec niveau 2, il y en a 6 au total, ces étudiants ont l'occasion, une opportunité de continuer leurs études en Chine jusqu'à 2 ans, jusqu'au master. Et je pense également des cadres marocains qui comprennent le mandarin. C'est un aspect important pour aider les investisseurs chinois ou pour développer les partenariats et les entreprises chinoises au Maroc. Combien de temps on peut apprendre le mandarin, sincèrement, pour avoir un mandarin professionnel, pour pouvoir discuter avec d'un point de vue business? Je mentirais si je vous dis que 2 ans sont suffisants, parce que c'est une langue difficile de prime abord, difficile également au niveau de l'écriture, parce que donc, la plupart des professeurs ne commencent pas par l'écriture sur la première année et vont davantage se concentrer sur le dialogue, sur la conversation, la prononciation. Mais lorsque l'étudiant marocain apprend la prononciation chinoise, pardon, l'écriture chinoise, l'écriture devient difficile et la prononciation aussi devient difficile parce que c'est une opération difficile en soi. La langue chinoise
Comme toutes les langues asiatiques, et peut-être que le mandarin est encore plus difficile que le japonais, peut-être M. Rezrezi est davantage connaisseur. Mais malgré cela, tant que le mandarin est la langue du XXIe siècle, à mon sens, toutes les langues asiatiques sont des langues d'avenir. Et tant que cette langue est venue jusqu'à nous, plutôt que de faire ce que nous a demandé Ibn Battuta, c'est une bonne chose. Le chinois, le mandarin et les chinois sont venus jusqu'à nous et donc nous devons tirer un maximum d'avantages de cela. Et comme l'a dit M. Liu, le fait que les Marocains apprennent le mandarin, ceci facilitera de toute évidence le travail des investisseurs et des experts qui nous viennent de la Chine. Alors, pour revenir à la question que vous aviez posée au préalable, les Chinois résidant au Maroc n'apprennent pas, mais moi je connais, et lui aussi connaît, un nombre de Chinois qui maîtrisent la langue française. Parce qu'ils résident depuis longtemps au Maroc. Alors bien sûr, il y en a qui trouvent ceci difficile, mais beaucoup de Maroc facilitent cette tâche bien avant la création de l'Institut Confucius. Il y avait des cours particuliers de mandarin, notamment à Casablanca. Donc je pense que le chinois, partout où il va, et nous savons que si nous allons en Espagne, en France, peu importe, il y a une présence chinoise forte, toujours, il s'adapte avec le pays et toujours les Chinois travaillent à apprendre la langue du pays ou vont se baser au moins sur la traduction. Donc cette opération, il y a véritablement une interaction, c'est réciproque, c'est mutuel. Nous apprenons et nous donnons aussi la civilisation marocaine et nous prenons et nous apprenons leur civilisation. Alors leur on arrive aux langue. dernières minutes de l'émission. J'aimerais juste revenir sur le point de vue diplomatique, parce que c'est vrai que c'est important, l'intégrité territoriale, c'est une cause qui nous est chère et qui est également chère à la Chine. On se rejoint sur cette problématique-là. C'est un point de rencontre, finalement, qui est une occasion de renforcer les liens diplomatiques entre la Chine et le Maroc? Très important. Le Maroc ne reconnaît qu'une seule Chine. Donc il n'a pas de relation avec Taïwan et ne reconnaît pas Taïwan. De même, la Chine populaire appuie le Maroc dans son intégrité territoriale et ça a été prouvé lors du vote de la résolution du Conseil de sécurité sur la question du Sahara. Donc je pense que nous avons les mêmes positions sur le plan politique. C'est le respect de l'intégrité territoriale, de la souveraineté nationale, la non-ingérence dans les affaires internes des deux pays et puis le respect du droit international. C'est ça la diplomatie, qu'elle soit marocaine ou chinoise, et je pense que les relations diplomatiques et politiques entre les deux pays sont excellentes et certainement la visite de Sa Majesté va les renforcer davantage et espérons que, comme ça a été décidé, la suppression des visas pour les diplomates marocains et aussi pour le service, espérons que aussi de l'autre côté le visa chinois sera supprimé pour tous les Marocains pour favoriser ces échanges culturels entre le Maroc et la Chine et pour que cette géographie qui nous sépare deviendra un pont pour rapprocher davantage les peuples chinois et marocains. Oui, je pense que sur le plan diplomatique, politique, les relations sont très avancées, en bonne progression, non seulement sur notre question nationale, dont la Chine elle était toujours en soutien permanent pour le Maroc, comme le Maroc il ne reconnaît qu'une seule Chine, mais dans la gestion de plusieurs problèmes sur l'échelon mondial. Alors le Maroc et la Chine ils se rencontrent sur le principe de la résolution pacifique et politique des conflits. Et ça c'est un point très important dont le Maroc il partage. Alors il y a une collaboration très dynamique entre le Maroc et la Chine dans les différentes institutions internationales, les organisations internationales et les structures onusiennes.
droits de l'homme, ici et d'autres. Alors, il y a aussi une coopération en progression et en évolution très positive dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et la coopération sécuritaire, au niveau d'échanges, au niveau d'expertise. Et il y a une évolution aussi positive, même dans le secteur militaire, vu que le Maroc, dans le cadre de sa politique de diversifier son arsenal militaire, s'est adressé en Chine, surtout pour les radars de surveillance, pour les chars. Et il y a des échanges au niveau des headquarters des deux pays. Et tout ça, ce sont des indicateurs, à mon sens, qui vont être plus clairs et plus concrétisés dans la visite de Sa Majesté, donc prévue dans quelques jours. Merci à vous, messieurs, d'avoir répondu à toutes nos questions et nous avoir éclairci, finalement, sur la situation entre le Maroc et la Chine à la veille de la visite de Sa Majesté. Excellente soirée sur Média TV, la rediffusion à 22h40. Si vous nous avez pris en route, je vous dis à demain.